Évoquer maintenant ces deux votes qui auront lieu à l'Assemblée nationale d'ici quelques heures. D'abord un vote sur le texte concernant les soins palliatifs, un autre sur l'aide active à mourir. Toujours avec moi, Mehdi Raich, Alexandre Devecchio, Mona Interman. Et j'accueille Annie Vallée. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente du Choix citoyen pour une mort choisie. On va parler de cela évidemment avec vous. D'abord, on va regarder ce sujet puisque avant le vote, un certain nombre de députés, une quarantaine, ont tenu à exprimer leurs doutes, leurs inquiétudes dans les colonnes du Figaro. On regarde le tout avec Vincent Fandège. Ils sont 42 députés, allant du Parti socialiste à la droite républicaine, à signer cette tribune. Par ce texte, ils souhaitent alerter leurs collègues sur la proposition de loi sur la fin de vie, qu'ils estiment loin de son objectif initial. Le texte soumis à notre vote ne correspond en aucun cas à ce qui avait été initialement présenté comme un dispositif strictement encadré, limité aux situations exceptionnelles de toute fin de vie. Il s'agit d'un choix de société qui engage durablement notre droit, notre conception du soin et la protection due aux plus fragiles. Selon les signataires, les garanties de ce texte ne sont pas suffisantes et pourraient provoquer des dérives. Ce n'est pas une loi de fin de vie, mais une loi qui banalise la mort provoquée. L'intitulé et la communication gouvernementale ont installé une confusion. Cette loi ne concerne pas uniquement les personnes au dernier jour de leur existence. Les critères retenus ne se limitent pas aux situations terminales. Pour les députés, la loi pourra s'appliquer à des maladies chroniques. Il ne s'agit donc pas seulement d'un ultime geste face à l'irréversible immédiat. Les députés dénoncent des critères trop flous et subjectifs pour qualifier une affection suffisamment avancée. Enfin, ils regrettent également le fait que la décision finale n'appartiendra dès lors qu'à un seul médecin. Annie Vallée, je commence avec vous. On vient d'entendre les doutes, les inquiétudes d'un certain nombre de députés. Vous, quel est d'abord votre avis sur cette loi et qu'est-ce que vous répondez justement aux doutes de ces députés qui ont co-signé cette tribune? C'est une loi qui est attendue depuis 40 ans, puisque la première loi a été déposée par Henri Caillavet en 1978 et qu'une vingtaine de propositions de loi ont été déposées depuis. Les malades attendent avec impatience cette loi. 40 députés expriment des doutes, c'est normal. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que les dérives, elles sont déjà maintenant, avec les euthanasies clandestines. Oui. Ou le fait de partir à l'étranger, notamment, le fait de partir à l'étranger, ce qui est complètement inégalitaire, parce que pour partir à l'étranger, il faut avoir les moyens économiques, il faut avoir une famille qui vous accompagne. C'est compliqué, c'est pas du tourisme. Donc, c'est une loi qui est attendue par un certain nombre de malades, notamment les malades atteints d'affections neurodégénératives et qui se voient lentement voir leur qualité de vie rétrécir, leur mobilité se rétrécir et leurs dépenses s'accroître. Et c'est pour cela qu'effectivement, la loi a ouvert au stade que l'on dit avancé. Parce que l'on sait qu'ils sont dans un chemin irrémédiable. Oui. Voilà, oui, il faut que ce soit irréversible. Il faut que ce soit irréversible et qu'en fait, les médecins n'ont pas de solution thérapeutique. Bien entendu, quand il y a des solutions thérapeutiques, les malades ne sont pas concernés. J'entendais parler des maladies chroniques. Non, quand il y a des maladies chroniques où il y a des soins, enfin, il y a des médicaments, il y a des thérapeutiques et que les malades vivent avec, ils ne sont pas concernés. Alors, je rappelle aussi que c'est une loi qui ne s'impose pas, c'est le malade qui la demande. Bien sûr. Donc, c'est un droit ouvert, un peu comme l'IVG, mais on n'oblige aucune femme à faire un avortement. C'est pareil. Il n'y a que les malades qui le demanderont, mais de manière réfléchie, réitérée, et jusqu'à la fin, on leur demandera s'ils ont effectivement la volonté d'eux, qui seront concernés. Et justement, parmi les inquiétudes des députés, certains nous disent, pour l'instant, on a un cadre assez strict, il y a 5 critères, on les rappelle, il faut être majeur, français, une affection grave et incurable, avec un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale, des souffrances réfractaires au traitement et évidemment manifester cette volonté. Mais certains disent, pour l'instant, nous avons 5 critères, mais quand on regarde des exemples d'autres pays qui ont eu une telle législation, souvent, on a ouvert petit à petit les critères. Est-ce que ça peut être à craindre de se dire qu'aujourd'hui, nos critères sont très stricts, mais que demain, on pourrait élargir les personnes éligibles? Alors, si vous voulez, en France, compte tenu des oppositions importantes qui se sont manifestées, cette loi ne comporte pas, par exemple, la possibilité pour quelqu'un qui aurait écrit ses directives anticipées et qui ne peut plus parler, qui a eu des AVC, etc., de pouvoir demander à sa personne de confiance de porter cette volonté. Et ça, c'est très regrettable. Si vous êtes demain
victime d'une maladie comme Vincent Humbert ou Vincent Lambert, si vous aviez rempli votre directive anticipée, pourquoi vous laisser dans un coma végétatif pendant de longues années? Donc ça, nous le regrettons beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui serait certainement ouvert dans les prochaines années. Mais c'est quelque chose qui existe en Belgique, par exemple. Et lorsque vous êtes quand vous êtes dans un état végétatif, quelle raison a-t-on, lorsque vous avez exprimé vos volontés, de ne pas vous ouvrir cette possibilité? Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des évolutions aussi fondamentales que ça. Les handicapés ne sont pas concernés par cette loi, parce que les handicapés ont une situation de santé stabilisée. Ils ont des aides, ils ont des thérapies. Donc, il n'y a que s'ils étaient atteints d'une maladie incurable, le cancer, etc., qu'ils pourraient être concernés. Je voudrais qu'on écoute ce que disait la porte-parole du gouvernement. On rappelle que les ministres ont tout loisir de s'exprimer sur cette loi en fonction de leur intime conviction. Il n'y a pas de règles imposées par le Premier ministre. Écoutez justement ce qu'a dit Maud Bréjon ce matin. Vous parlez à titre personnel. Bien sûr, et je parle à titre personnel. Le Premier ministre a d'ailleurs donné la liberté totale d'expression sur cette question au ministre. J'estime que ce texte ouvre une boîte de Pandore et ne pose pas les limites suffisantes pour prémunir la société des dérives. Mais c'est-à-dire, c'est quoi les dérives? Certains disent par exemple... J'estime, à mon sens, qu'on ne pose pas les limites nécessaires. J'estime que ce texte va trop loin. J'estime que la priorité doit être donnée aux soins et que tant que nous n'avons pas été suffisamment loin sur les soins palliatifs... Alexandre Devecchio, est-ce que c'est ça aussi qui pose parfois problème? Certains députés et donc ministres, puisqu'on vient d'entendre la porte-parole du gouvernement, ont l'impression qu'on n'a pas mis assez de garde-fous et de limites à cette loi. On a un texte existant, mais on voit que ça pourrait aller évidemment rapidement plus loin. Oui, il y a quand même une ambiguïté sur le texte existant, puisque Madame disait que c'est des cas très précis. Et justement, les députés expliquaient que ce n'était pas forcément le cas. Donc, je ne connais pas en détail ce texte-là, mais visiblement, il y a des interprétations différentes et beaucoup d'inquiétudes qui n'ont pas été levées. Ensuite, il y a le texte et il y a ce qu'il va devenir. On sait toujours qu'en matière sociétale, on commence avec un texte, puis on élargit progressivement ce qui est considéré comme une liberté. Et c'est ça qui peut inquiéter dans un contexte budgétaire contraint, face à une crise de l'hôpital. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une bureaucratisation de la mort? Moi, j'ai pas d'opposition philosophique, morale ou religieuse à l'euthanasie dans les cas de maladies neurodégénératives. Si la personne a été consultée plusieurs fois, qu'elle est déterminée, ça ne me pose pas de problème. Mais je vois bien les dérives vers lesquelles ça peut mener. Vous citiez la Belgique, je suis pas sûr que ce soit un exemple très glorieux. On veut maintenant euthanasier des enfants, même des prisonniers réclament l'euthanasie, les prisonniers pédophiles. On a eu ce cas-là, c'est le cas le plus caricatural, mais on voit bien qu'il y a une extension du droit à mourir qui, moi, me pose problème. Il faut bien voir que on fait sauter une limite. Tu ne tueras point. C'est certes une limite religieuse à la base, mais je pense qu'il est bon que des sociétés se fixent des limites. Et si on institutionnalise le droit de mourir, le droit de donner de la mort, c'est quand même un changement anthropologique qu'on ne peut pas prendre à la légère. Mehdi Raich, on voit aussi, parce que dans le même temps, on le rappelle, il y a un texte qui sera voté, en tout cas, il y aura un vote solennel sur le texte concernant les soins palliatifs, et certains députés disent aussi, on a l'impression que faute de moyens, par exemple, pour soigner, pour gérer la douleur, pour avoir des services de soins palliatifs partout, on pourrait en arriver à des cas d'aide active à mourir, parce qu'on n'a pas su, en fait, aussi en amont, gérer ces personnes-là. Alors, dans des cas effectivement particuliers, malheureusement, on ne voit pas bien ce qu'on peut faire, mais dans d'autres, on se dit c'est peut-être faute de soins qu'on en arrivera à cette solution. Oui, c'était notamment ce qu'a développé, il me semble, Michel Bernier ce matin, en insistant sur le fait que ce texte est en deux parties, l'un côté sur les soins palliatifs et l'autre sur le droit à mourir. Sur les soins palliatifs, je pense qu'il a totalement raison, c'est-à-dire qu'il faut aussi privilégier cette option. Bien sûr. Il y a une couverture géographique qui est fait sur les soins palliatifs, il y a des défauts à ce sujet-là dans la santé française. Par contre, sur le sujet du droit à mourir, moi, philosophiquement, je suis plutôt pour. C'est-à-dire que ma vie m'appartient autant que ma mort. Donc, de ce principe-là, je pense que j'aurais plutôt tendance à aller de votre côté. Ensuite, je comprends que ça peut heurter certaines personnes. C'est là où moi, j'ai plutôt un switch, c'est que j'estime que,
finalement, ce débat-là est un débat que j'estime national. Et il n'y a pas eu en fait de véritable discussion sur ce sujet. C'est-à-dire que ça reste dans l'hémicycle. Il y a eu une convention citoyenne. Voilà, on en parle un peu dans les médias, mais ça n'arrive que ponctuellement, alors que ce sujet, et là je rejoins plutôt Alexandre, c'est que vraiment c'est une rupture, on peut dire, anthropologique. Ça va heurter l'intimité de chaque personne, ça va heurter leur quotidien. Tout le monde va forcément passer tôt ou tard par cette case-là. Donc j'estime que ça nécessitait un débat beaucoup plus important, et cette question n'a pas été traitée suffisamment pour moi, où il n'y a pas eu un traitement médiatique suffisamment important et un traitement politique sur cette question important. Annie Vallée, ce que vient de dire Mehdi Raich est intéressant sur le côté certains et ceux qui sont plutôt en faveur de cette loi expliquent qu'ils veulent un choix, une liberté aussi de décider. On sait que vous êtes aussi spécialiste de ces sujets. J'imagine que c'est ce que vous entendez souvent d'un certain nombre de malades qui disent « je suis libre aussi de choisir aujourd'hui quelle sera ma vie ou à quel moment interviendra ma mort ». C'est tout à fait ça. D'ailleurs, dans notre association, nous ne sommes pas contre les soins palliatifs, nous sommes pour le choix. Et moi-même, en fonction des maladies que j'aurai, je ne sais pas, peut-être que je finirai en soins palliatifs. Je ne sais pas. C'est simplement d'avoir le choix. Quand vous êtes atteint d'une maladie incurable, c'est un coup sur la tête et voilà. Mais la vérité, c'est que... Donc, attendez, laissez-moi... Elle termine, Alexandre, et après Mémona doit parler aussi. Donc, nous sommes pour la liberté de choix, comme vous le dites. Et d'autre part, je reviendrai sur ce que vous disiez sur les enfants en Belgique. Il faut arrêter. Il y a eu 6 mineurs en 10 ans, qui étaient atteints de pathologies, de cancers récurrents, qui n'en pouvaient plus. Et avant qu'on autorise l'aide médicale à mourir d'un enfant en Belgique, il faut d'abord qu'il soit adolescent, qu'il ait un entretien avec un psychiatre, qu'il comprenne bien ce qu'il va se passer, qu'il confirme que sa vie, elle n'a pas d'horizon, et que les parents soient dans le coup. 6 en 10 ans. Donc, vous voyez, c'est pas quand même... Alors, d'autre part, quand on dit c'est la marée, en Belgique, 3,6% des personnes choisissent l'aide médicale à mourir. Et il y a quelque chose qu'on ne prend pas conscience et que les médecins belges nous disent, c'est que lorsque vous avez une maladie incurable, vous êtes angoissé, vous souffrez, vous ne savez pas où vous allez... en Belgique, donc, ils vont voir un médecin. Si vraiment c'est incurable dans les mêmes critères que nous, et bien, on leur dit, écoutez, vous êtes éligible, vous aurez... Quand vous le voudrez, vous pourrez, dites-nous, quand vous serez prêt. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que rapidement, ça donne de la sérénité aux malades. Et François Damas, notamment, qui est un médecin qui souvent, d'ailleurs, intervient sur les plateaux en France, dit que la moitié des gens ne reviennent pas parce que ça leur a donné le courage d'aller plus loin. Alexandre, donc cette loi ouvre une porte de liberté. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Alexandre, non, mais de manière très courte, tout le monde est favorable au choix. Encore faut-il que ce choix puisse être réel. On sait que les soins palliatifs, il y en a très peu sur les territoires. Donc j'ai l'impression qu'on passe, pardonnez-moi l'expression, la charrue avant les bœufs. On ouvre un droit de mourir qui va d'ailleurs être dans chaque unité, dans chaque hôpital, il va y avoir la possibilité de mourir, mais pas la possibilité d'atténuer ses souffrances par les soins palliatifs. Et pas la possibilité de vivre aussi. Alors vous êtes plus jeune. Ce qui hante les gens déjà un peu âgés, c'est comment je vais vivre à la fin. Or, il y a un vrai problème du grand âge en France. Il n'y a pas les moyens pour soigner les gens. Savez-vous que parmi ceux qui se donnent la mort, il y a les plus jeunes, et puis il y a une fraction énorme parmi les gens de 75, 80 ans, etc. Mais donner la mort n'est pas une mince chose. De temps en temps, je suis auprès de mon fils qui est vétérinaire et au moment des euthanasies. Mais c'est qu'on pleure. Mais c'est que ça ne va pas de soi. Donc c'est le sujet le plus gravissime. Donc je m'imagine mon mari qui me demanderait à partir, elle est plus âgée que moi, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'encourage? Est-ce que je dis mais non, attends encore un peu? On ne peut pas parler de ces sujets-là à la légère. Nous avons fait un livre. En 5 secondes, s'il vous plaît, c'est l'heure de la pause. Rapidement, dites-nous sur le livre. Oui, nous avons fait un livre qui s'appelle 2 guides en un. Un pour préparer ces directives anticipées et un justement pour préparer les familles quand un cas se présente comme ça. Courage, Fillon. C'est quelque chose qui se prépare dans la durée. Il faut que les proches comprennent que finalement le malade n'en peut plus. C'est pas parce qu'il n'aime pas. Mais pas la cité non plus. Allez, on va devoir faire la pause. Merci en tout cas, Annie Vallée, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coprésidente du choix citoyen pour une mort choisie. On marque une dernière pause dans ce